journalistes, je suis ravi de vous accueillir dans cet amphithéâtre des Vallières pour la deuxième édition de ce Paris Defense and Strategy Forum. Je crois avoir reconnu quelques visages de l'année dernière. Merci de votre fidélité et bienvenue en tout cas à toutes et tous. Alors c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer les séquences dans cet amphi pendant 3 jours. Passer la parole aux différents intervenants et puis vous apporter toutes les réponses concrètes et pratiques dont vous pourriez avoir besoin pour passer le meilleur moment possible pendant ce forum. Ça a déjà été dit, vous avez assisté à l'introduction qui a été faite dans les quelques minutes qui précèdent. Donc des experts français mondiaux de haut niveau, civils et militaires, mais également des hautes autorités, vont nous permettre d'analyser les grands enjeux qui redéfinissent aujourd'hui la défense et la stratégie, en Europe bien sûr, mais plus largement dans le monde. Le thème de ce forum, ça a été dit également, pardon, je vais répéter un peu paraphrasé, mais c'est pour placer les éléments et comme ça on aura les idées claires pour bien commencer ces journées. L'Europe à la croisée des chemins, avec ce double sens. Carrefour, croisée des chemins, là où ça se passe, là où les destinées se croisent, et puis croisée des chemins, c'est-à-dire le moment où il faut choisir sa direction. C'est véritablement les enjeux du moment et des décisions d'ampleur se prennent, je crois pouvoir le dire, ces jours-ci, de manière assez indiscutable. Ceci dans un contexte mondial marqué par des enjeux cruciaux que je ne peux pas m'empêcher de renommer, évidemment, la guerre en Ukraine, les tensions persistantes à Gaza, les défis posés par l'intelligence artificielle et les enjeux de communication et de désinformation, en plus des questions liées à l'armement et au réarmement. Ce thème va être balayé, vous l'avez entendu, pour essayer de structurer la réflexion autour de 3 axes. Autour de quelle alliance? Première étape, constituer les équipes. Qui est avec qui? Avec quels moyens? Et se pose la question capacitaire. Ok, d'accord, on se met ensemble, mais quels moyens nous donnons-nous pour agir effectivement dans les domaines qui sont les nôtres? Et enfin, ou d'abord, tout ceci dans quel but? Pour quel monde? Autour de quelles valeurs nous réunissons-nous? Donc, tous les axes sont abordés dans tous les endroits. Vous pourrez composer votre programme sur les 3 jours. Vous avez, j'imagine, commencé à le faire. Je me permets simplement de répéter. Donc, que votre outil, c'est l'application mobile. Engage, mais qui s'écrit avec un A. Petite subtilité pour garder que les meilleurs. Une fois que vous avez l'application, petite validation, double facteur, etc., vous êtes dans l'application, mais qui sert pour de nombreux événements. Donc, vous allez rentrer le code de l'événement qui est sans hashtag PDSF25. D'accord? Donc, pour vos réseaux sociaux, pour communiquer, pour suivre l'actualité, d'un côté, le hashtag qui était en présentation dans l'Amphifoche, hashtag PDSF 2025, ça d'accord, mais en revanche, pour ne pas bugger dans l'application, PDSF 25. Et une fois que vous êtes dedans, vous avez les dernières news et le programme à jour, car vous vous en doutez, évidemment, tout ceci est sujet à ajustement de dernière minute. Et donc, comme vous composez votre programme, vous allez pouvoir, comme au collège ou au lycée, changer de salle entre chaque prise de parole. Sauf que là, évidemment, la différence, c'est que vous choisissez vos profs. Et donc, fin de séquence, à chaque fin de séquence, vous aurez une petite pause pour vous déplacer, ou sinon, restez avec nous, vous serez les bienvenus. Je crois pouvoir dire que nous avons une très belle programmation dans cet amphithéâtre des Vallières, donc n'hésitez pas à rester avec nous. Pour certaines séquences, la majorité d'entre elles, et en fonction du temps que nous aurons à notre disposition, évidemment, les échanges avec la salle seront les bienvenus en fin de séquence. Et donc, du coup, il y aura des micros classiquement qui circuleront et vous pourrez poser vos questions. Je vous demanderai simplement d'avoir la gentillesse de, alors pas forcément de vous lever, je ne sais pas quelle est la manière dont vous voulez fonctionner, mais en revanche de vous présenter parce que c'est toujours intéressant d'avoir cette info. Pour les échanges, il y en aura certains qui se tiendront en anglais. Vous avez déjà, je vois d'ailleurs sur les oreilles de certains ou certaines, des casques de traduction simultanée. Une équipe derrière vous apportera en temps réel la teneur des débats.
Écoutez, je pense que ça fait déjà pas mal de choses. Je vois que nos panélistes s'installent au premier rang. Je fais un rapide décompte et à l'œil, il me semble que nous sommes au complet. Donc je vous propose, puisque vous avez choisi, c'est une bonne chose, d'être avec nous pour ce premier moment, de lancer et de rentrer dans le fond des choses. Moi, je serai très bref, parce qu'évidemment, le fond du sujet va être abordé par la suite. Mais juste pour poser le sujet, la pensée stratégique qui nous occupe doit être connectée à son époque, et d'ailleurs peut même essayer de prendre de l'avance, à l'avant-garde des grandes transformations qui structurent nos décennies, qu'elles soient d'ordre écologique, technologique ou sociétal. Et sur ce dernier plan, le SEMA disait, le général d'armée Thierry Burkhardt, la mixité pourrait nous permettre de gagner la guerre avant la guerre peut-être. Pourquoi, comment, c'est ce que nous allons voir. En tout cas, il y a un chiffre, celui de 17%, c'est celui des femmes dans les rangs des armées françaises, qui est un chiffre élevé à vérifier, mais je crois que ça pourrait même être un record, dont on peut se féliciter. Cependant, ce taux sera-t-il suffisant pour relever des défis stratégiques et opérationnels sur le terrain demain ? Le leadership féminin, c'est une question qu'il faut aborder. C'est bien d'avoir des effectifs, mais à quel endroit dans l'organigramme ? Donc, je vais vous demander d'accueillir dans quelques instants nos panélistes qui vont venir prendre place sur scène. Et Aurore Berger, qui devait être avec nous aujourd'hui, a eu des obligations qui l'ont retenue ailleurs. Et du coup, nous commencerons par un message qu'elle a tenu à nous adresser. Donc, de manière concomitante, je vous invite à regagner la scène et en même temps, vous pouvez découvrir un message d'Aurore Berger. Avec du son, même s'il y a des sous-titres. Je propose la chose suivante. Là, on fait de la gestion aux Nations Unies temps pour réel. Représenter notre pays dans ce qu'on appelle la Commission de la condition de la femme et ainsi défendre notre approche, notre vision de la diplomatie féministe. Mais évidemment, je tenais à m'adresser directement à vous. Nous le savons et vous le savez mieux que personne, les crises se multiplient et notre environnement stratégique se transforme. Face à ces bouleversements, nous avons besoin des meilleurs talents, sans aucune distinction d'origine ou de sexe, parce que le leadership féminin dans la défense et la sécurité de notre pays n'est pas juste un pari sur l'avenir, c'est une nécessité pour aujourd'hui et maintenant. Une armée plus mixte est une armée plus performante, une armée plus efficace, une armée plus résiliente. La France peut, je crois, être fière de son engagement. Avec 17,3% de femmes militaires en 2024, nos armées sont parmi les plus féminisées au monde. Et la place des femmes dans nos armées n'est ni une exception, ni une contrainte. Elle devient, progressivement, et je sais que vous vous battez pour, une évidence. Dans ce combat pour l'égalité, je sais combien le ministre des Armées est engagé et je sais les étapes essentielles que nous avons franchies. Depuis plus d'une décennie maintenant, le ministère des Armées a pris des mesures concrètes. La féminisation des grades, l'ouverture de tous les métiers, enfin, aux femmes, le plan mixité, le plan famille et fidélisation qui a réparé des erreurs du passé, les actions de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à toutes les étapes des carrières des femmes. Mais nous devons aller plus loin. Sous l'impulsion du président de la République notamment, nous devons à présent passer un cap. Cela signifie renforcer l'accès aux écoles de formation et les parcours au sein de ces écoles. Lutter contre les préjugés, les stéréotypes et les violences qui font que des jeunes femmes qui se sont engagées préfèrent changer de voie, accompagner les carrières, garantir que chacune puisse progresser, évidemment, jusqu'aux plus hautes responsabilités. Cela signifie aussi continuer à combattre des freins qui sont structurels, lutter contre toutes les formes de discrimination et assurer un environnement de travail de qualité. C'est notre rôle et notre responsabilité. Nous continuerons à avancer avec détermination car l'égalité, nous le savons, n'est jamais un acquis, c'est un combat et un combat de chaque instant. Nous portons aussi ce combat au-delà de nos frontières. La France est un modèle et nous continuerons de défendre cette vision dans les instances internationales de l'OTAN, de l'ONU où je suis aujourd'hui et au travers des coopérations stratégiques que nous construisons avec nos partenaires. Alors, à toutes les femmes qui hésiteraient encore, à toutes celles qui se demandent si leur place est bien dans la sécurité ou dans la défense, je veux leur dire une chose simple. Notre souveraineté, notre environnement stratégique, surtout dans ce moment présent, ne doivent pas s'écrire sans vous. Vous y avez toute votre place, vous y avez toute votre légitimité,
Nous avons besoin de vous. La France a besoin de votre engagement. Commissaire général Catherine. Alors ça, c'était parce que vous aviez raté les quelques premières secondes du début. Vous allez voir apparaître sur l'écran les noms des différents panélistes et je suis resté à ce pupitre quelques instants pour vérifier que les unes et les autres, vous êtes bien en face de vos noms, dans un souci de clarté. C'est un peu scolaire, pardon, excusez-moi. Si on peut en régie, voilà. Donc, Aurore Berger, que vous venez d'entendre, ne sera pas avec nous physiquement sur scène. Et là, maintenant, est-ce que je peux appeler chacune et chacun par son prénom? Chiara, êtes-vous au bon endroit? Non. Allez, c'est parti. Martial va également se déplacer si vous avez la gentillesse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il y aura 7 sièges. Et pas besoin de prendre celui d'Aurore Berger. Martial, encore un coup à gauche. Martial, si vous voulez bien. À votre gauche. Oui, je sais, mais il y a 6 sièges et 7 fauteuils. Donc, normalement, il n'y aurait personne dans celui d'Aurore Berger. Bon, alors, faisons comme ça. En tout cas, c'est le bon ordre. Irène, vous êtes là et vous êtes au bon endroit. Asseyez-vous, je vous en prie. Suivi d'Hélène, qui s'assied en ce moment même. Karine et Annick, je vous laisse la parole. Excellent. Donc bonjour à toutes et à toutes et à tous, et merci d'être venus à cette table ronde sur le leadership féminin à l'épreuve du contexte stratégique. Je suis la commissaire générale Bourdaise, directrice du projet Mixité et haute fonctionnaire à l'égalité des droits pour le ministère des Armées. Donc, je suis chargée pour le ministre de la conception et de la mise en œuvre des politiques et des plans d'action destinés à faciliter l'intégration des femmes dans les armées et à promouvoir le leadership féminin. Je serai la modératrice de cette table ronde et je vous présenterai donc tout à l'heure nos intervenants. Aurore Berger a commencé à brosser les positions françaises en termes de place des femmes dans les armées. Donc, pour un petit rappel historique, je voudrais vous rappeler qu'en fait, ça s'inscrit dans un temps quand même assez long, puisque entre le premier statut unique des militaires, hommes ou femmes confondus, statut unique de 1972, il y a eu un certain nombre d'étapes, comme l'ouverture des écoles d'officiers aux femmes, comme la suppression des quotas limitants, et on a fini donc tout récemment, en 2022, par l'ouverture de la totalité des fonctions et des postes aux femmes. Désormais, on a des femmes dans les sous-marins nucléaires, on a des femmes à la Légion étrangère, on a des femmes partout. Donc, pour autant, cette ouverture, pour pas que ça devienne une ouverture à la Mad Men, avec les hommes qui décident et les femmes qui sont secrétaires, il y avait tout un travail à faire sur le leadership. Et ce travail n'a vraiment été engagé qu'à partir de 2017, avec la ministre Florence Parly, qui a conceptualisé et mis en œuvre sa vision du leadership féminin. Et donc, elle a bien vu qu'il fallait deux choses. Il fallait des femmes officiers qui aient fait l'école de guerre, qui est la seule garantie de finir un jour général, colonel et vraisemblablement général. Et surtout, en posant l'objectif très ambitieux de 10% de femmes officiers généraux. Ce chiffre-là, on l'a atteint en 2022. Pour vous dire que voilà, il y a cet effort du plus haut niveau de l'État jusqu'au DRH de toutes les armées, directions et services pour pousser les femmes à des postes à responsabilité. L'objectif chiffré est une chose. L'intérêt a vraiment été de réfléchir au vivier. Voilà. Est-ce qu'on a assez de femmes? Et puis on s'est rendu compte qu'elles disparaissaient. Pourquoi, etc. Donc ça a été extrêmement positif pour le leadership féminin parce que ça a obligé tous les DRH et le CEMA et tous les chefs d'état-major à réfléchir sur qu'est-ce qu'on attend, pourquoi et quel profil de femmes on veut et donc quelle formation elles doivent avoir, quel parcours qualifiant, etc. Tout ça a été fait dans un objectif de performance opérationnelle. Il faut savoir que mon rôle en tant que DP Mixité, c'est le même que celui de tous les soldats, que les 200 000 soldats du ministère, hein, c'est-à-dire de gagner la prochaine guerre. Je suis là pour supprimer les dysfonctionnements relationnels qui font que un soldat ou une soldate ne se sentent pas bien dans leur fonction. Et donc toute cette approche de performance opérationnelle a été faite en prenant en compte les contraintes de l'institution et des équilibres fragiles dans certains domaines. Donc, on l'a fait, en plus, il faut le savoir, on a avancé dans ce domaine-là
au cœur d'armées qui était opérationnelle. On était une armée endurcie, une armée qui a connu les combats des opérations extérieures. Parce que pour avoir fait 2 fois l'Afghanistan, ça a sauté assez régulièrement. Donc, on était aussi dans un environnement propice, puisque ça semblait l'élan général on va vers plus de féminisation, les rôles des femmes élargis, etc. Et tout ça sous la protection et l'appui bienveillant de notre grand allié américain. Donc, on est avancé dans ce domaine-là. Or, on voit qu'en 2025, le contexte a changé. Il a changé, tout d'abord, parce qu'il y a le retour des combats de haute intensité en Europe. Il y a la guerre en Europe, point. Et notre féminisation qui s'est faite dans un domaine où les femmes pouvaient être dans des domaines plus spécialisés, du cyber, du rance, etc. On se rend compte maintenant que le combat, ça peut finir au corps à corps dans un sous-sol d'une usine à Azov. Donc, il y a vraiment une question de quel sera l'impact, sachant que, du coup, on parle force physique avec des dérives de discours masculinistes. Donc, il y a une vraie question sur quelle est la place des femmes dans les unités de combat, sachant que les unités de combat sont le creuset des leaders de demain. S'il n'y a pas de femmes, il n'y aura pas de SEMA femmes dans 20 ans. Voilà. Le deuxième point, c'est le recul brutal donc, de toute cette politique de promotion des femmes qu'on a pu constater dans un certain nombre de pays. Pour nous, l'impact le plus fort, effectivement, c'est quand on voit les États-Unis revenir sur un certain nombre de questions avec, par exemple, une vision sur la réalité biologique de la femme qui fait qu'elle ne serait pas apte, etc., etc. Et tout ça a mené au limogeage de la première femme qui prenait la tête d'une branch, comme disent les Américains, aux États-Unis, qui était les gardes-côtes, et qui était l'amiral Linda Fagan. Donc, un vaste élan sur plusieurs des décennies qui se passaient bien. D'un coup, une interrogation. Que devient le leadership féminin ? Quelle direction ou quelle forme doit adopter le leadership féminin dans ce domaine ? Quelle stratégie doit-il adopter dans le contexte stratégique actuel ? C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons parmi nous aujourd'hui un panel de brillants intervenants que je suis très heureuse d'avoir avec nous aujourd'hui. Donc nous avons Chiara Ruffa, enseignante chercheuse à Sciences Po. Elle a rejoint le Centre de recherche internationale de Sciences Po en 2022 comme professeure des universités. Elle a été maître de conférence à l'Université de défense de la Suède à Stockholm et membre de l'Académie royale de l'histoire et des lettres de Suède auprès de l'Université d'Uppsala. Ses recherches portent sur les outils du multilatéralisme et les normes et cultures des agents de la paix et de la sécurité internationale. Nous avons Martial Foucault, nouveau directeur de l'IRSEM, qui est un universitaire, un chercheur français, qui dirige actuellement donc l'IRSEM depuis le 1er octobre, je crois. Voilà. Il a été professeur à Sciences Po, directeur du CEVIPOF, donc le centre de recherche politique de Sciences Po, pendant 10 ans, de 2014 à 2024. Il a notamment travaillé très récemment pour le ministère des Armées, puisqu'il a fait une enquête qualitative en 2024 sur les raisons de l'engagement et du désengagement des femmes militaires. Nous avons ensuite Irène Féline, représentante spéciale du secrétaire général de l'OTAN pour l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, qui est chargée à l'OTAN d'assurer la cohérence globale des politiques et activités FPS de l'OTAN et de mettre en œuvre donc, la nouvelle politique qui a été votée en juillet 2024 sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. C'est une experte des politiques de genre et des questions de sécurité internationale. Et elle a fondé le chapitre italien de l'association Women in International Security. Voilà. Nous avons... je n'ai pas mis dans le bon sens. Hélène Chinal, directrice de la transformation de Capgemini Europe du Sud. Elle est diplômée de l'École supérieure des mines de Saint-Étienne et a fait l'essentiel de sa carrière professionnelle au sein du groupe Capgemini. Elle a pris la direction en 2021 de la transformation de Capgemini Europe Sud. Elle s'implique beaucoup dans les sujets sociétaux. Elle a lancé le programme Women at Capgemini en 2012. Et elle a été auditrice de la 65e session de politique de défense de l'IHEDN. Donc, elle connaît les lieux. Voilà, nous avons maintenant le général Karine Lejeune, secrétaire générale adjointe de la Garde nationale. Donc, la générale Lejeune, gendarme de son État,
C'est très connu, si vous êtes sur les réseaux sociaux, très connu pour son engagement en faveur de l'égalité. C'est une personne extrêmement dynamique, très, très impliquée sur ces questions, sur l'égalité et les violences faites aux femmes. Elle a été conseillère défense et sécurité et adjointe gendarmerie au sein du cabinet du ministre des Armées. Et pour finir, donc Annick Wiben, enseignante-chercheuse Gender, Peace and Security à l'Université de défense de Suède. Elle possède un doctorat en politique internationale et a travaillé au Watson Institute for International Studies à l'Université Brown et professeure de politique et d'études internationales à l'Université de San Francisco. Voilà. Donc, comme vous le voyez, nous avons affaire à un panel de personnel particulièrement impliqué dans le domaine. Et sans attendre, je vous propose que nous leur posions la première question. Je crois que nous allons tout d'abord commencer par poser un état des lieux, c'est-à-dire quel est le panorama de la situation à date. D'où partons-nous? Quelles actions ont été mises en place? Quels sont les risques et menaces? Et surtout, voilà, quel est le modèle de leadership? Comment ça se passe dans nos armées? Et je me tournerai donc pour cela vers Chiara Ruffam, Martial et Annick. Je vous en prie. Allô, ça marche? Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous et un grand merci de nous rejoindre aujourd'hui à cette table ronde. Je vais switcher à l'anglais, mais n'hésitez pas à me poser vos questions en français, il n'y a aucun problème. So what I would like to talk to you today is, what military culture tells us about, the general situations of women and others in military organizations worldwide. So my trajectory in all this conversation that the Commissaire Général was referring to is a bit particular because for years I've been working on multilateralist operations, particularly peace operations, and military operations at large, without ever really considering gender as an angle that I would want to focus on, that I would consider relevant. So I wrote a book about military culture, and in that book I acknowledged once that maybe the military is a bit of a special organization. By little, as I kept doing more and more field work, things started, and I did mostly ethnographic work, qualitative work, several hundred interviews with a wealth of militaries across the board, including the French military. I little by little started seeing that the military was not like any other organization, and that when I was talking about military cultures, I needed to acknowledge the fundamentally and quintessentially gendered nature of that organization. So in my work, I define military culture as this set of attitudes, beliefs, ideas, and norms that really guide the ways in which the military thinks internally and functions externally. And a particularly important component of this is really what kind of core operation does the military have? Is it mostly expeditionary work, opération extérieure? Is it more total defense, or the preparing for the next sort of existential territorial war? Whatever the core role of the military is, there are the ways in which the military has become structured over time. Historically, has been sort of an organization that allocates a very particular space to women and men and their relation, and so the military as an organization, and I would really make this statement, as a general statement, like across the globe, the military as an organization has harbored very distinct ideas about what it means to be a real soldier, and being a real soldier has become conflated and equated with being a particular kind of soldiers, usually a man, and usually a man in close ground combat, a warrior, a ranger, the hyper-masculine militarized idea of what a real soldier should be. This normative assumption, this normative link between being a real man and being a soldier has become really very, very, very deeply ingrained in military cultures and military organizations. And my first point for you today is just to sort of to reflect about these two things at the same time, that military cultures are fundamental to how the military functions, and then second and relatedly, that these military cultures
are not neutral, but they are quintessentially gender. So when we talk about, making the military a space in which women can really thrive, women and others to really thrive, this also means to change structures and gender spaces in which women and others can operate and can thrive. And so notwithstanding obvious advances, militaries, and I think you have mentioned several advances that pertain to the French militaries, but notwithstanding those advances, militaries remain spaces in which women across the globe, but with important variation across militaries, do not always thrive. We know that percentages of sexual assaults are much higher for women than there are for men. And I would also like to underline that sexual assaults are affecting men within military organizations. Recruitment patterns, recruitment rates remain extremely weak for women, notwithstanding advances. And perhaps even more glaringly and importantly, retention rates remain strikingly low if we compare rates of women retention as compared to men's retention in military organization. Just to give you an example, the Swedish military, that is one of that really pushed for gender mainstreaming within military organizations since the late 70s and early 80s, is really struggling a lot to retain not only non-commissioned soldiers and officers, but also officers within its organization, with a difference in terms of retention of 25% for men's retention to 15% for women's retention. So it's a pretty big difference there. And so that means that when we study the military and when we study gender patterns, I think we would do well to also acknowledge the very complex military cultural patterns that are at play. And then when we study military cultures, we cannot really be blind, as I was for many, many years, to the fundamentally and quintessentially gender dynamics that are at play. So it is only by studying gender and military culture together that we really can get to a very, much more nuanced, much more sophisticated way to understand how the military works, how to make women and others a better place for more welcome within the military across subcultures within the military. And that brings me to my two corollaries and concluding remarks. So my first remark is that all too often we tend to think that military cultures maybe are homogeneous. Because the military is so quintessentially gendered, and there are these quintessentially gendered ways of thinking about military cultures and military organization and operating within it. We tend to, we should remember that actually military organizations are much more heterogeneous than we think, and there are multiple pockets within each military organizations with very different ideas about who the right person is and what kind of masculinity and femininity is most welcome in particular place. And we could really leverage this more to make sure that, that the more welcome pockets within military cultures and military subcultures become, may share ideas so that we may eventually dismantle that nonsensical association between the normative link between, being a strong warrior soldiers and necessarily being a man. We know that women can perform equally well in combat as men. And then the second and last point I would like to make is that when we talk about these issues is that language matters very much, and the ways in which we talk about this matters a lot. And so sort of the gender workings of military cultures is really so that everybody knows that the military is a highly masculine organization, but somehow this has become so deeply ingrained and so deeply entrenched that it has become natural. It has become just the ways in which we think about the military as if it was normal to have the military as this quintessentially gendered organization. In this context, and therefore, when something becomes ingrained, it also becomes natural, and therefore it cannot be questioned. And it is in this context that when people use the term, in the French context, for instance, of féminisation, or I would even add mixité, féminisation challenges the core
the core assumption of what it means, of lethality, of what it means to be a good masculinist soldiers. And so in so doing, it really threatens the core assumptions of lethality, which is deeply tied to the masculine word. And so that is, and that is just to push all of us and to push ourselves to really question the words we use and what they mean and what they do to our, to our way of trying to improve and make, military cultures spaces that are equally welcome to men as they are to women. And this is, there is a wealth of feminist work on this that looks at how those choices of words really naturalize this way of thinking and fundamentally push us not to question them fundamentally. And I like to refer to the work by Annick Wieben, among others, too, if you want to read more about it. And then the last and related point relating to language matters is that by talking about feminization or about mixité in particular ways, we also end up thinking about the issue of women in the army as an add-on problem, as something that we can maybe have a round table on the side of the forum and be just, and be sidelined. And that is a problem as well, because this is not an add-on problem. This is a structural problem that this needs to address through transformative changes by asking plenty of questions that are truly transformative of the fundamental structure of the organization. And I'll stop here for now. Thank you very much. Je vous remercie. Je me tourne maintenant vers Martial. Martial, en tant que sociologue et expert du domaine français. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, chère Catherine, pour l'invitation à venir débattre de ce sujet. Je ne suis pas je ne me définirai pas comme un spécialiste des questions de genre dans les armées, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler depuis fort longtemps sur les politiques et les problématiques de recrutement et de fidélisation des personnels militaires, et ce qui m'a conduit avec ma collègue Anne Muxel, sociologue, à travailler le sujet de la mixité dans les armées, à l'invitation de la commissaire générale Bourdès sur une des prochaines étapes de la réévaluation du plan mixité mis en place en 2019. Alors, je vais me concentrer, pour ne pas être trop long, sur 4 points, mais rassurez-vous, ils seront très brefs. 4 points. Je voudrais, dans un premier temps, rappeler le contexte dans lequel, alors contexte plutôt français, dans lequel s'inscrivent les problématiques quand on parle de féminisation d'une profession, d'un corps de métier. Finalement, on se rend très très vite compte que c'est une histoire assez récente en France. Deuxièmement, je voudrais le décliner dans le champ militaire et celui des armées, quand on emploie l'expression, et Chiara vient de le faire, de féminisation des armées. Évidemment, on convoque tout un registre de représentation par rapport à la notion de féminisation, et je voudrais insister sur une évolution, pas seulement avec des chiffres, mais on regarde peut-être trop souvent ce seul chiffre qui a été indiqué déjà, 17,2% de féminisation. Ça traduit des disparités considérables, et surtout, ça ne nous dit rien des départs. Et moi, je voudrais insister sur les départs des personnels militaires, et notamment pour les femmes sous-officiers. Je crois que s'il faut retenir un point, pour moi, le point d'attention, c'est en particulier pour les femmes sous-officiers. Troisièmement, je voudrais aussi vous dire quels sont, et là c'est le travail qualitatif de terrain qu'on a pu mener, la représentation de la mixité, notamment auprès des femmes militaires, qu'elles soient militaires du rang, sous-officiers ou officiers. Et je terminerai quand même sur la question, qu'est-ce que cela nous inspire, ou qu'est-ce que cela nous dit sur le leadership féminin au sein des armées. Alors, premier point, très brièvement, si on fait un petit point d'histoire, je dirais que le véritable changement dans l'organisation du travail en France apparaît dans les années 1950, avec à la fois cette montée en puissance de l'industrie, où on voit de plus en plus une féminisation de l'industrie qui est
pas tout à fait, je dirais, attendu ou naturel sur un certain nombre de métiers. Et si je reprends les données de l'INSEE du recensement, alors recensement des années 60, on n'a pas de travaux très fiables avant, mais on est à peine 8% de femmes travaillant dans l'industrie dans les années 50. Et puis ce mouvement va s'amplifier avec la montée des services ou des métiers de service jusqu'à aujourd'hui. L'objet, c'est pas de discuter de cela maintenant, mais simplement de vous dire qu'en 70 ans, on a pu observer une évolution qui est peut-être, et je mets ça un peu dans le débat et sans provocation, qui est peut-être le rythme auquel les armées françaises, parce que pour moi, le point de départ, c'est 1996, avec la suspension du service militaire. 30 ans plus tard, bientôt 30 ans plus tard, on est peut-être à mi-chemin de ce qu'on a connu dans une activité très masculine où on disait dans l'industrie des années 50-60, la question notamment du physique qui a été rappelée en introduction, et l'alpha et l'oméga de la compréhension des transformations de l'organisation du travail. Bon, bien, si on le projette dans le domaine des armées françaises, je crois qu'on est sur un rythme assez comparable, à vrai dire. Maintenant, sur le plan, et je termine ce premier point, sur le plan historique, je rappelle qu'on a eu quand même des points importants au-delà de 96. C'est la loi Sauvadet de 2012, qui, dans la fonction publique, reconnaît le principe de l'égalité, et je dirais même de la promotion de l'accès à des fonctions de responsabilité, en tout cas éviter, réduire, limiter les formes de discrimination dans des fonctions de direction. Loi Sauvadet 2012. Le plan mixité 2019, il a déjà été évoqué tout à l'heure, qui a... et ça, c'est le travail qu'on a pu mener avec Anne Muxel, m'a beaucoup frappé, parce que je crois que les dizaines d'entretiens qu'on a pu mener montrent qu'il y a un élément très très fort qui ressort du plan mixité 2019, c'est l'installation des référents mixité. Alors ça, je crois que ça a très très bien marché. Mais tout n'a pas très bien marché. On a eu l'occasion déjà de l'évoquer, parce que, et c'est mon deuxième point, finalement, quand on regarde attentivement les chiffres que le ministère peut nous communiquer sur la part des femmes dans les différentes fonctions, alors je ne vais pas vous faire l'inventaire maintenant, parce que tout ça est disponible, notamment en consultant le bilan social de la défense. Moi, ce qui me frappe, c'est d'observer qu'en 15 ans, disons, il y a des tendances qui n'évoluent pas dans le bon sens. Si je prends l'armée de terre, l'attractivité militaire du rang est très très faible auprès des femmes. Et d'ailleurs, on retrouve des chiffres importants de départ avant 5 ans parmi les militaires du rang engagés dans l'armée de terre pour les femmes. Alors, on dit souvent, c'est différent pour la marine et l'armée de l'air et de l'espace, parce que ce sont des armées techniques, des armées d'ingénieurs. Et donc, il y a une possibilité d'offrir et à la fois des perspectives de carrière plus grandes sur des formations, on va dire, d'ingénieurs ou de techniciens spécialisés. C'est vrai, mais j'observe que les départs anticipés des femmes sous-officiers, notamment dans la marine et l'armée de l'air, sont tout aussi inquiétants. Alors, ce qui amène mon troisième point à regarder la question de la féminisation à l'aune de ce plan mixité. Et je dois dire qu'on a pu observer des représentations de la mixité qui sont très, très variables, d'une armée à l'autre, d'un statut à l'autre, et aussi, ça je crois que c'est important, l'âge des personnes que nous avons rencontrées joue beaucoup dans la représentation de la mixité. Et je pourrais résumer, on a fait ce travail, on a essayé d'être un petit peu plus précis
dans les concepts de mixité. Et on voit se dégager 4 formes de mixité, 4 modèles de mixité dans les armées françaises aujourd'hui. Très rapidement, il y a le modèle mixité qui est à la fois vécu par les femmes militaires, qui est le modèle du vivre ensemble. Ce modèle-là, c'est le plus fréquent, c'est-à-dire qu'il met en avant l'existence de différences irréductibles entre les hommes et les femmes, et qu'il faut tenter de concilier l'existence de ces différences, et donc au fond il faut organiser la cohabitation. C'est ce qui est souvent mis en avant, et la manière de l'opérer, c'est la convocation des valeurs de respect mutuel, d'équité, et donc ce modèle du vivre ensemble, il est particulièrement arrimé au principe de cohésion sur lequel repose pour partie l'esprit et le fonctionnement des armées. Deuxième modèle de mixité qu'on a pu voir à l'œuvre, c'est le modèle de l'égalité. Et je dirais l'égalité stricte. Il s'appuie sur la légitimité que, d'une part, on confère aux compétences des femmes une reconnaissance et une légitimité forte, et deuxièmement, sont convoquées en quelque sorte les vertus de la méritocratie, et qui est un modèle ou un principe moteur dans l'avancement des carrières. Donc l'égalité, aucune différence et les hommes dans la reconnaissance de compétences et aucune différence souhaitée dans l'avancement des carrières. Troisième modèle, c'est celui de la complémentarité. Il est revenu très très souvent, notamment au sein de l'armée de terre, où cette notion de complémentarité entre les hommes et les femmes est vécue et pensée comme un modèle d'enrichissement mutuel. Et les différences ici, elles sont considérées, elles existent, elles sont reconnues, elles ne sont pas niées, mais elles sont envisagées comme une ressource pour les armées. Et encore une fois, on l'a moins observé au sein de la Marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace. Et dernier modèle, c'est le modèle de l'indifférenciation. Et là, c'est très intéressant parce que c'est à la fois le modèle le plus radical en matière d'appréhension de la mixité, à savoir la négation des différences entre les sexes. Et c'est le principe de l'unité d'expérience requise à la fois par la condition de militaire qui prévaut. Et on entend souvent cette phrase, on n'est pas homme, on n'est pas femme, on est avant tout militaire. Et je pense que c'est une expression que vous avez maintes et maintes fois entendue. Cette vision du modèle de l'indifférenciation, c'est une vision qui, de fait, met de côté les problématiques plus spécifiques de la mixité, par définition, tandis que la dimension militaire elle est érigée au premier plan. Donc voilà, au fond, les 4 modèles de mixité qui cohabitent aujourd'hui dans le format des armées françaises. Et je pense que j'ai déjà été trop long. Je termine. Qu'est-ce que cela nous dit sur le leadership féminin ? C'est pour moi aussi une question du commandement et être commandé par des femmes militaires. Et nos entretiens sur ce terrain-là ont été très très riches. Et je conclus par cette phrase. Il y a Chiara l'a évoqué tout à l'heure, il y a des cultures, on parle de culture stratégique, mais il y a aussi des cultures de commandement qui s'affirment très nettement, et c'est en particulier un des moteurs qui conduit des femmes sous-officiers à franchir le pas vers l'école de guerre, parce que c'est une vraie barrière aujourd'hui, le passage vraiment école de guerre, parce que ça reconvoque toutes les questions que je n'ai pas évoquées, mais vous en doutez, on dit souvent la conciliation vie familiale, vie professionnelle. En fait, l'école de guerre, c'est pas simplement, ou quand il y a une forme d'autocensure vers l'école de guerre, c'est pas simplement une difficulté d'organisation. Le plan mixité, et ça a été évoqué dans le propos introductif d'Aurore Berger, le plan famille est un plan qui, d'une certaine manière, ne devrait pas être décorrélé du plan mixité. C'est un tout. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est d'observer
que là encore, en termes d'officiers généraux, l'objectif était de 10%. On voit bien que l'école de guerre, c'est l'étape la plus proche pour atteindre cet objectif. Mais le point de départ, le commencement de cette question de mixité, il se joue dans les écoles militaires. Et l'ensemble des écoles, voire même écoles d'application, où là, il y a peut-être un sujet à prendre très au sérieux, sans attendre que finalement des scandales éclatent ou que la presse s'en saisisse. Voilà, pardonnez-moi si j'ai été trop long. Merci Martial. Un poil trop long, mais c'était extrêmement intéressant. Je vais me tourner maintenant vers Annick pour avoir un complément donc, international. Merci. I will speak in English as well, but you can ask me in French questions. I want to say kind of a couple of things that relate to what the previous speakers have all said. But I want to start with, there is absolutely no question that women can do it. Okay? So I think that that is something that sometimes we talk around. But women have proven over and over again that they can fulfill all the roles, right? They can be in ground combat, they can fly planes, they can do all the things, right? So if we start there, right, then, and we see this right now in Ukraine. I was just at an event earlier last week, at the end of last week for International Women's Day, where there's a lot of talk of all the different roles women are fulfilling right now in the Ukrainian armed forces. They are literally everywhere. And so, and the percentage is higher than in the French military or in the Swedish military or in all these other militaries that are talking a lot and maybe not doing quite as much. Second point is, when do women join militaries traditionally? So women have been for a long time in non-state militaries. I think we often forget this when we talk about the state. So they have fulfilled all the roles that we can possibly imagine in those militaries as well. And then when they join state militaries, it's usually because the state military has a lack of trusted men. And by trusted men, I mean white men of a certain class. Okay, so this is a very traditional story, that when we don't have enough of those, maybe we can get some white women of a certain class. Okay, so this is a very important point. States do this when they have a need for additionally qualified people that fit a certain image. The other reason why states bring in women is because they are smarter, as compared to the ones that are wanting to join the military from those other groups. So the question of, like, you know, why do we see more women, for example, in the technical jobs? That's part of the reason here, because oftentimes for women, when we think of the private labor market, there is still a sort of gender pay gap, and so the military can often be a good opportunity, this is particularly the case in the US, to actually have a career and get equal pay for equal work. So that said, it's not really about being gender equal, right? That's sort of a little bit more of an afterthought, really. But of course, that's also important. And so one reason why we need women and a variety of others in the military is because the military, at least if we think this is an important democratic ideal, should be a reflection of society. Right? The military that defends the democracy should reflect the democracy and the values of the democracy that you are defending. Secondly, right, I already mentioned that you want the best qualified people to do the work, so well, look for them, whatever gender, sexuality, race, class, etc. they have. It's also a question of gender equality in the labor market, right? So this is another reason why when we have women in the military, we need to treat it as another labor market, and we need to have the same kind of protection, support, etc., for the women that are inside the military. And we often see that that is not quite happening, okay? And then finally, we know that with a more diverse set of people in the room, let's say, we make better decisions, right? So there is absolutely no question that, you know, we should really be thinking not just, oh, you know, should we let them, how should we let them? No, we should take full advantage of that. And actually, and, you know, this
will pain my feminist colleagues, but we could think of gender as a force multiplier, which goes back also to the points that Chiara was making, that right now the way that we talk about this in terms of, we might be feminizing the military. It sounds a lot worse in English than in French, maybe, but still, we are sort of playing right into this understanding that bringing more women into the military actually will affect lethality, right? But actually, that might not be the case, right? It's actually likely to be the opposite. So I think that this is a very important thing to think about. We've had studies on, there's a lot of debates on cohesion in militaries, etc., that actually task cohesion is a much better indicator of success than social cohesion, etc., etc. But I've talked about women so far, and I think one important thing I want to leave you with before I hand over, trying not to be that professor who talks forever, which is very hard, is to say that we often tend to have this debate in terms of women and men. And I think, again, going back to also what Chiara was saying already, we need to really think about having this debate about basically a gendered institution that needs to make space for other ways of being and needs to recognize that a variety of ways of, being an actor, a leader, etc., within that organization actually will make it a much better organization all around. We've seen this in other spaces. Yes, the military is particular with its culture, etc., but really in the end, it's not, right? So in the end, we're going to have a much better workplace and a much better functioning organization if we pay attention more generally. And I'll say maybe a few more things in the next round, but I'll leave it there for now. Merci Annick. Donc je pense que maintenant que nous avons posé un peu le cadre conceptuel, la situation dans l'ensemble des États et la vision, donc généralement nous avons du leadership, des places des femmes dans l'armée et du leadership féminin, qui n'est pas toujours la même chose. Je pense que ça va être intéressant de faire un benchmark. Donc à la fois vis-à-vis d'une organisation internationale, et c'est là où je me tournerai vers Irène pour savoir comment l'OTAN gère les questions des femmes. Donc Irène, en charge de l'agenda femmes, paix, sécurité, pourra nous parler de la vision otanienne de la chose. Et après, je reviendrai vers Annick pour avoir une vision extérieure de comment, face à un contexte nouveau, tous les engagements qui ont pu être pris par la Suède, comme vous savez que la Suède a fondé la diplomatie féministe, a été très, très, très en avance sur ces questions-là. Comment elle considère que le changement de contexte va impacter et donc comment va devoir donc faire une évolution, voire une réinvention du leadership féminin. Merci. Irène. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour et un grand merci. C'est un plaisir d'être ici. J'étais ici la semaine dernière pour le lancement de la politique féministe étrangère. Et c'est un plaisir de voir comment la France prend ces sujets très sérieusement, de voir comment était intégré dans toutes les discussions. Et pour moi, je viens d'un contexte international, multilatéral, avoir des pays alliés qui sont vraiment promoteurs de ces sujets, c'est très important, en particulier en ces moments. J'ai bien écouté ce que les collègues ont dit avant moi et je me retrouve dans beaucoup de réflexions qui ont été faites. Et je partirai tout d'abord dans le contexte qui nous touche tous à l'OTAN, c'est-à-dire de la guerre contre l'Ukraine. J'ai rejoint l'OTAN 4 semaines avant l'invasion de l'Ukraine. C'est-à-dire que les 3 ans qui sont passés, toute mon expérience a été marquée vraiment par cette guerre. Et pour la différence que notre culture et la manière dont nous regardons l'agenda femmes, paix et sécurité, rôle des femmes dans la sécurité, c'est très évident entre la Russie qui veut faire des rôles des femmes dans la défense était une faiblesse de nos forces armées, de nos cultures, et entre les cultures des pays alliés qui voient ça comme une manière de rendre nos armées plus résilientes, nos sociétés, je dirais, tout d'abord, plus efficaces et puissantes. C'est un levier stratégique qui est très clairement exposé en partie intégrante de la politique femmes, paix et sécurité, mais j'ai dit de l'OTAN, qui, comme a été mentionné tout au début, a été
réécrite et adoptée l'année dernière par nos chefs d'État lors du sommet de Washington, mais pas uniquement dans la politique en elle-même, mais elle fait partie aussi de notre conseil stratégique où l'OTAN a bien défini l'importance d'intégrer l'agenda femmes, paix et sécurité à travers toutes les activités politiques et militaires de l'Alliance. Et l'Ukraine et les femmes ukrainiennes ont démontré par leur action l'importance de leur présence. Comme Annick disait, les femmes ukrainiennes ont rejoint les forces armées et les combats d'une manière volontaire. Et c'était extraordinaire et exceptionnel de voir le nombre de femmes qui sont présentes. On compte aux alentours 70 000 entre les combattantes et entre celles qui travaillent comme civiles en sein de la défense, mais 6 000 qui combattent en première ligne. Et une des choses que j'ai apprises pendant mes voyages et mes échanges avec l'Ukraine, c'est que après, si on combat, mais c'est pas le fait uniquement de combattre, mais il y a beaucoup de choses dont les forces armées, les défenses n'étaient pas prêtes en Ukraine, mais qui sont pas prêtes dans nos pays. Et je voudrais juste partager l'expérience qu'on a eue avec les uniformes de combat pour les femmes ukrainiennes. Pendant mes voyages à Kiev, j'ai eu l'occasion de parler avec elle et de comprendre qu'en fait, elle n'était pas douée de combat uniforme, adapté sur le corps féminin. Et en fait, ça va sans dire que nous sommes différents. On parlait des différences. Il y a des différences qu'on peut ignorer, mais il y en a d'autres qui sont bien évidentes. Alors, le fait qu'on n'a pas de bulletproof vest qui sont faits en respectant les formes féminines nous porte les femmes combattantes à être exposées au danger. En fait, il faut porter des vestes qui sont plus larges pour respecter la forme des seins. Et c'est dit que dans cette manière, elle expose des parties vitales. Et on a fait je l'ai fait mon projet, en fait, pour aider les femmes combattantes. Et j'ai remarqué que de faire apporter des actions concrètes à l'OTAN avec les collègues militaires, ça nous a aidé à faire un changement culturel. Et on parlait bien sûr de valeurs, mais on parle de valeurs qui s'appliquent d'une manière concrète dans les actions du combat. Et j'ai vu beaucoup de généraux qui ont changé leur manière de me regarder en tant que représentant spécial, d'écouter ce que ça représente dans l'agenda et de regarder aussi ce qu'ils faisaient dans leur propre pays. Et c'est pour dire que ce n'est pas un problème qui touche l'Ukraine uniquement, mais c'est un problème des forces armées à travers les pays de l'OTAN. Certains pays développent peut-être les helmets, mais d'autres les uniformes, d'autres les vestes. Mais je veux dire, ce n'est pas une approche harmonique de cette question. Mais les questions, ça ne touche pas uniquement la première ligne. Et vous avez déjà touché ça aussi, les différentes capacités dont on a besoin aujourd'hui. En fait, vous savez tous et toutes qu'on a un problème de ce qu'on appelle la fourth generation, mettant dans les pays de l'OTAN. On n'a pas assez de personnel à déployer pour répondre aux nécessités de la défense et de la sécurité de nos pays, des territoires de l'Alliance. Alors, quand on a commencé cette réflexion, en fait, c'est une réflexion pertinente aux pays alliés. Vous savez bien qu'à l'OTAN, on n'a pas une force armée otanienne, on n'a pas... on a des benchmarks, des standards pour certaines choses, mais en fait, quand on concerne ça, en fait, ce sont les pays qui doivent générer leurs forces et leurs capacités. Alors, ce que nous avons en train de commencer à faire, mes collègues, c'est de créer un contexte où on peut réfléchir sur ça dans une manière conjointe. En fait, l'OTAN crée une plateforme des dialogues privilégiés. Une chose dont je fais partie, c'était une réunion avec les directeurs du personnel récemment, il y a quelques mois, où la question de l'intégration des femmes, comment bénéficier de la moitié de la population pour générer des forces. Et c'était quelque chose que nous, parmi nous, on dit c'est tout à fait logique, mais je veux dire c'était un moment innovateur parce qu'en fait, ça n'avait pas été le cas avant. Et alors, on a touché deux points. Le premier, qui peut-être nous n'avons pas encore discuté ici, c'est le rôle de réserve dans les structures nationales. Comment bien créer et offrir des parcours de formation aux jeunes dans nos sociétés, surtout des sociétés qui
aujourd'hui ont besoin d'être plus résilients, qui sont plus exposés à la question de menaces qui arrivent, qui sont très proches, peut-être pour des générations qui n'avaient pas vécu ça. Et ça change la manière de voir les choses, mais ça veut dire que ça doit changer aussi la manière de proposer des solutions, d'offrir des possibilités d'éducation et de voir le système des réserves comme une opportunité pour les jeunes, mais une opportunité aussi pour la défense de nos pays. Et l'autre, c'est la manière dont on regarde les carrières, les nécessités à l'intérieur, les capacités à l'intérieur des forces armées. J'ai bien noté ce que Madame la commissaire a dit. Si les femmes ne sont pas dans l'unité de combat, elles ne seront pas leaders. Et ça, c'est un aspect qu'il faut regarder. On sait bien que ce n'est pas une question de ne pas être capable, c'est une question d'opportunité, opportunité de carrière. Mais je veux dire que si on regarde aujourd'hui le multidomaine espace dans lequel on combat, on a besoin de compétences différentes. Et c'est bien dans ces différentes compétences qu'on peut trouver plus de femmes, c'est la formation, mais je voudrais aussi une manière de travailler différente peut-être, une flexibilité augmentée dans la carrière, le passage peut-être entre privé et public, pour pouvoir toucher des compétences dans la cyberspace, dans tous les domaines technologiques qui pourraient permettre aux femmes et aux hommes aussi, et la flexibilité après doit être pour tout le monde, d'entrer au moment de nécessité pour répondre aux besoins spécifiques dans des moments spécifiques. Mais aussi répondre aux nécessités de la maternité. La flexibilité peut permettre, dans des moments spécifiques des vies des femmes, de pouvoir rester engagées, mais en même temps avoir les moments de la parentalité, des premiers mois, des premières années des enfants. Ça, c'est très important, mais c'est un discours qu'à l'OTAN, nous pouvons faire pour aider les pays alliés à développer des politiques intérieures. Et vous écoutant, je me suis dit que peut-être il faudrait créer plus d'espace d'échange au sein de l'Alliance pour comprendre comment ce projet de mixité a lieu dans différents pays et voir comment cet échange d'expérience pourrait être apprise et renforcée dans des différents pays alliés. Et ça, je veux dire aussi pour passer à comment nous travaillons à l'intérieur et avant de conclure, et sûrement faire un point sur l'actualité, parce que c'est clair que c'est un moment particulier que nous sommes en train de vivre du point de vue géopolitique, du point de vue les rapports avec la défense au sein européen, les changements des perspectives et des différentes administrations, notamment l'administration américaine. On me demande souvent l'impact, on me demande souvent comment nous allons actualiser les politiques. Et je voudrais partager une réflexion. Moi, je représente le secrétaire général, je travaille pour le secrétariat et je travaille pour l'Alliance, pour tous les alliés. Depuis mon premier jour, je n'ai pas eu un seul jour où je n'ai pas dû combattre pour faire avancer l'agenda. Une agenda qui a 25 ans, on va fêter les 25 ans de la résolution 1325 cette année et qui à l'OTAN est en place depuis 2007. On vit régulièrement les changements d'administration. Il y a des élections tout le temps. Je me souviens ministériel où le secrétaire général Stoltenberg, il dit toujours « Bienvenue au nouveau ministre ». Et à un moment donné, il a dit « Vous devrez terminer de changer les ministres tout le temps. Je passe plus de temps à donner la bienvenue au ministre que de faire la discussion. » On change les visions, on change l'administration, on change les politiques. Et la Suède, je pense, c'est aussi un cas. Mon rôle, c'est celui de porter un consensus. On a des visions différentes. Les alliés ont des visions différentes par rapport aussi à la terminologie. On a parlé de l'importance du langage. Pas tous les alliés regardent les termes genre de la même manière. Alors, on a une définition de l'OTAN qui part des hommes et des femmes. Ça, c'est la définition officielle. Les perspectives des hommes et des femmes à l'intérieur de l'OTAN, c'est bien cadré. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir comment aussi la culture patriarcale qui est à l'intérieur de nos organisations ça ne profite pas des changements politiques, d'un moment difficile que nous sommes en train de vivre globalement, pour dire que ce n'est pas le moment de parler des questions des femmes dans la défense, à la question des femmes des forces armées.
il y avait, je ne sais pas si on a mis la citation de Simone de Beauvoir qu'on avait partagée dans la préparation et qui parle de moments de fait de crise et que les droits des femmes ne sont jamais vraiment acquises. Et ceci, c'est très pertinent aujourd'hui. Je trouve qu'il faut bien s'appuyer sur les succès qu'on a eus et il faut rester vigilante et vigilant et voir vraiment comment la présence de femmes augmente notre dissuasion dans nos pays et au sein de l'OTAN. Et ça va nous créer une alliance plus forte et plus efficace du point de vue opérationnel. Merci. Un grand merci, Irène. Je me tourne à nouveau vers Annick. Okay, right. Thank you very much also for those words, Irene. I think that you point to something very important, right? That we always have changes and challenges around us in the world, and granted, currently facing some rather big ones, I would say. Just to give you a little bit, I was asked to talk a little bit about the fact that Sweden, which had, sort of inaugurated the idea of a feminist foreign policy in 2015, but then, it sort of was cancelled, so to speak, by the current Swedish government when they came into power. Even though, it was officially cancelled as feminist foreign policy, but they did say that we will, of course, still do, gender equality. So has something actually changed for real inside? Kind of not so much, right? But of course, it also matters if there is a foreign minister who goes out and says, we are doing a feminist foreign policy, and it has inspired, among other countries, of course, also France, to follow suit. But I think it's important to sort of say, one thing is the language we use, and also that we have champions who sort of put this forward, like Margot Wallström when she was the foreign minister. And the other thing is, what sort of incremental continuous change do we see all the time? And I think that also, and I could reference some work that Chiara and I have been doing together as well, looking at how gender was instituted within the Swedish military. And what we see is that it's a constant struggle. Like, we have to be constantly vigilant. There's always these moments when you can move something forward, and then there's another moment when something sort of backtracks a little bit. So it's not like there is a perfect formula that we can use, and then, all of a sudden we have solved this. The issue of uniforms, the issue of body armor, this has been an ongoing issue. I mean, I don't know how many times we've talked about this, how many articles there have been written that, I think the Swiss army only came up with underwear for women like 3 years ago or something like. So, I mean, these are ongoing issues that we have been studying and we know about. But there's this sort of need to constantly be sort of present and be there at the right moment. And I think that this is sort of something where I would say also, since we are at the École Militaire, I also teach at a sort of equivalent, where we really need to train people to recognize also what those moments are, right? And that requires, again, going back to this very important message that Chiara had in the beginning, that requires an understanding of both military culture, because if it's not relevant to the core business, it is not going to get done, and it's not going to actually make a difference in the long run. It can be a nice little side thing. It will be the round table here or there, right? But if it doesn't get integrated into the core business, and the core business changes, whether it's expeditionary operations, etc. But that's when it starts to change. And you need to have people in the right positions at the right time who can say, this is the moment where we need to talk about this, right? And that requires a really, really good understanding of both military culture and of the work that gender does, how the institution is gendered, how the work is gendered, what the effects are. So understanding what gender analysis is really, really important, and should be a sort of really important part of professional military education as well, and not just for women. Come on, okay? So I think that is really, really important to remember, and to also remember, I think, that a lot of the time we are not actually in combat, right? So we are sometimes, right, forced to be in combat for various reasons.
But a lot of the time, a lot of the work that we do is in preparation for that or in the effort to prevent that from happening. So also, what are the other things that we need to think about when we think about militaries that, are not maybe that tied to combat masculinities? There's a lot of other work that is going on, and that really should then also be taken into account when we think about what are the reasons for people to be promoted. And I want to end there by sort of referring back to our moderator as well, to sort of say that promotion and understandings of leadership, what is good leadership, are of course also deeply, deeply tied to the understanding of the military culture as a particular masculine culture. And that also doesn't serve men well, right? We know, for example, that there are a variety of military masculinities. The logistics officer does not have the same creed as, a sort of frontline combat officer. So I think that to point out these little pockets and to sort of see, like, this is not serving the majority of people well, is another way to sort of tweak things. Un grand merci Annick pour cette approche vraiment intéressante sur effectivement repenser le leadership. Quel devrait être le leadership? Est-ce normal, par exemple, dans les armées françaises que pour finir ses maths, il faille absolument être la Légion étrangère ou troupe de marine, etc. Peut-on penser qu'il y a des intelligences ailleurs ou une capacité? C'est une vraie question. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il faudra y réfléchir un jour. Je vous propose maintenant de passer à nos deux dernières intervenantes, où cette fois nous revenons sur le territoire national et nous allons voir donc un exemple très concret, non seulement de promotion des femmes dans le cadre de la garde nationale, mais aussi d'une entente d'un travail collaboratif entre le secteur défense et sécurité et le secteur privé pour réussir justement à travailler sur cette promotion de leadership féminin. Karine, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes et merci de m'accueillir. Alors, effectivement, le sujet de la place des femmes et du leadership féminin, finalement, on le retrouve dans le continuum sécurité-défense. Un certain nombre d'éléments qu'a mis en avant la commissaire générale sur les questions de défense, on le retrouve dans les questions de sécurité intérieure, notamment sur cette vision que l'on voit revenir un petit peu d'une force physique qui finalement viendrait impacter la place des femmes et questionner la place des femmes. Alors, ce questionnement, il se fait dans les questions de défense, il se fait aussi dans les questions de sécurité intérieure face à une population confrontée à de plus en plus de violences et de violences physiques, face à une société qui se radicalise et donc des forces de sécurité intérieure, police ou gendarmerie nationale qui, chaque jour sur le terrain, sont de plus en plus ou davantage encore confrontées à une violence extrêmement forte à laquelle un certain nombre de personnes trouveraient intéressant de venir lier la question de la présence des femmes. Pour autant, le ministère de l'Intérieur français, il a entrepris la mise en place de politiques très volontaristes sur la place des femmes et sur l'égalité entre les femmes et les hommes depuis une grande dizaine d'années. Et ce sont des politiques qui ont permis de faire monter le nombre de femmes dans les postes à responsabilité, mais pas que, dans toutes les strates et dans toutes les subdivisions d'armes. C'est par exemple pour la gendarmerie dont je suis issue, qui, je le rappelle, est une force armée, qui assume des missions de sécurité intérieure. C'est à l'heure actuelle un peu plus de 24% de personnel féminin, quel que soit qu'on soit chez les sous-officiers ou les officiers ou les militaires du rang, et parce que les chiffres globaux peuvent cacher un certain nombre de disparités, ce sont plus de 22% des personnels qui sont des personnels militaires. Donc on a bien une très forte présence des personnels féminins dans les personnels militaires. On va retrouver de la même manière un peu plus de 30% dans la police nationale. La police nationale, c'est un corps civil, un corps de fonctionnaires qui s'est ouvert beaucoup plus rapidement que les forces de gendarmerie. Mais on va avoir cette même progression très forte avec ces politiques en sécurité civile, où on retrouve des militaires, les sapeurs-pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille. On a une très forte progression puisqu'ils sont arrivés à plus de 20%. Et on va trouver, vous parliez des politiques portées notamment par la loi Sauvadet de 2012, on va trouver aussi cette progression très forte
dans un leadership féminin que l'on retrouve auprès du corps préfectoral, on va trouver effectivement cette présence très forte, puisque on est arrivé à près de 41% de primo-nomination dans les préfets, que ce soit les préfets de département ou le préfet de région, de femmes. Donc une présence au sein du ministère de l'Intérieur qui progresse. Et cette présence, elle est finalement, je dirais, essentielle et inévitable. Elle est essentielle et inévitable, comme dans la défense, parce que, en tout cas, les forces de sécurité intérieure sont au contact quotidien avec la population qu'elle doit protéger. Donc, bien évidemment, elle se doit d'être à l'image de cette société. On peut difficilement expliquer que dans les forces de sécurité intérieure, ou comme dans les forces de défense, on va mettre de côté la moitié de la population française, même au niveau européen ou international, la moitié de la population mondiale dans l'ensemble des forces armées ou des forces de police de l'ensemble des pays du monde. Et puis aussi, et ça a été dit très justement par la commissaire générale, c'est que c'est aussi une question de performance. Le monde privé, on y reviendra, a fait beaucoup d'études depuis de nombreuses années qui ont prouvé que une mixité, notamment dans les cadres, dans les COMEX, dans les conseils d'administration, permettent de favoriser et de faire progresser la performance. La performance opérationnelle, bien évidemment, elle est aussi impactée et elle est aussi favorisée quand cette mixité entre hommes et femmes est bien représentée. Et donc ce constat-là, on le trouve naturellement dans les forces d'active, mais Mme Félin l'a évoqué, on le trouve aussi dans la réserve ou dans les réserves opérationnelles. Et donc là, je prends ma casquette de garde nationale, puisque pour celles et ceux qui ne connaissent pas la garde nationale à la française, c'est une structure interministérielle qui a été mise en œuvre après les attentats de 2015 et 2016 en France, et qui a cette vocation de promouvoir les réserves opérationnelles des armées, directions et services, dont 8 composantes du ministère des Armées, mais également 2 composantes du ministère de l'Intérieur, la gendarmerie nationale, puisque c'est une réserve opérationnelle militaire, mais également depuis 2022, la réserve opérationnelle de la police nationale. Et donc, ces 10 composantes sont portées par la garde nationale, qui a cette vocation à promouvoir l'engagement citoyen en général dans les réserves opérationnelles et surtout d'œuvrer au quotidien pour favoriser l'employabilité des réservistes, puisque un réserviste sur 2 étant un actif, un salarié, il faut effectivement que dans ce relationnel entre le monde militaire et le monde civil, le réserviste opérationnel, qui est un citoyen qui s'est engagé pour son pays, puisse œuvrer au quotidien et venir renforcer les forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions possibles. Et on retrouve notamment cette volonté, M. Foucault en a parlé, de cette conciliation, mais là qui est une conciliation qui va au-delà de la vie professionnelle et de la vie personnelle. C'est une triple conciliation, à la fois toujours de la vie personnelle, mais d'une double vie professionnelle pour les réservistes citoyens qui ont à la fois cette vie dans le monde civil, qui est leur cœur d'activité professionnelle, mais aussi cette fonction de militaire ou de policier à mi-temps au profit des forces armées ou des forces de sécurité intérieure. Et donc, on a une représentation très intéressante des femmes dans la réserve opérationnelle, puisque sur les 10 composantes que représente la garde nationale, c'est 23% de femmes sur les 84 000 réservistes opérationnels qu'on a à l'heure actuelle sur le territoire national. Et leur présence, elle est essentielle. Elle est essentielle à plusieurs titres. C'est que la cohésion nationale, la résilience de la nation, vous l'avez dit très justement, c'est un sujet qui est partagé aussi bien par les hommes que par les femmes. Donc il est extrêmement important qu'elles soient représentées dans ces sujets pour justement permettre une réelle concorde nationale sur ces sujets-là. Et puis aussi, c'est essentiel parce qu'il faut aller capter les compétences où qu'elles soient, pour répondre, puisque c'est le but des réserves opérationnelles, pour répondre aux besoins des armées, aux besoins des forces de sécurité intérieure. Et donc, il faut vraiment aller capter toutes les bonnes volontés et toutes les compétences, où qu'elles soient détenues par des hommes ou par des femmes.
Et puis aussi, et ça, nous, à la Garde nationale, nous le voyons très régulièrement dans les déplacements que nous faisons sur le terrain, quand nous rencontrons les réservistes opérationnels, notamment dans les entreprises privées avec lesquelles nous conventionnons, et ben c'est que ces femmes, elles renforcent justement leurs compétences, parfois leur leadership, en venant servir dans les réserves opérationnelles. On a entendu à la Garde nationale un certain nombre de témoignages, souvent dans des entreprises où ce sont des femmes qui parfois n'étaient pas du tout identifiées par leur employeur privé d'ailleurs, qui pendant leurs vacances, pendant leur week-end, allaient servir dans des régiments de l'armée de terre, dans des unités de gendarmerie, et qui finalement réussissaient par les formations, par les missions qui leur étaient données, à développer, à renforcer leur leadership, leur faculté de management dans le privé, obtenaient des savoir-faire, des savoir-être qui pouvaient être très intéressants et qui sont très intéressants pour les entreprises privées ou pour aussi les collectivités locales dont elles peuvent être agents. Et en fait, ce relationnel entre le public et le privé va finalement nourrir les deux mondes, va être gagnant-gagnant et va surtout leur permettre parfois, nous on a eu des cas très symptomatiques, de leur permettre de s'affirmer et de monter dans la hiérarchie non pas militaire, mais de leur entreprise, de prendre des postes de management parce que justement, elles avaient obtenu des compétences par le biais des formations et des missions qu'elles relevaient dans le monde des forces armées ou des forces de sécurité intérieure. Et donc, au moment où effectivement, nous sommes dans une société, que ce soit au niveau national ou international, qui connaît un certain nombre de crises protéiformes, au moment où le président de la République appelle à cet engagement citoyen de tous et de toutes, et bien effectivement, les réserves opérationnelles, l'engagement dans la sécurité ou la défense sont un vrai levier pour assurer un leadership féminin. Un grand merci, Karine. Et nous finirons par Hélène Final qui va nous parler de sa vision du secteur privé, puisqu'on parle de faire des ponts, nous en avons besoin. Peut-être je vais commencer par dire ce qu'est Capgemini, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le sache. Donc, Capgemini, c'est une entreprise de services numériques implantée dans plus de 50 pays dans le monde et qui a 340 000 salariés répartis dans ces 50 pays. Donc le sujet de la diversité est intrinsèque à une entreprise internationale dont le capital est d'abord humain. Ça fait longtemps que je suis investie dans les sujets sociétaux comme dans la défense et je ne peux pas m'empêcher de faire des parallèles en permanence entre la défense et ce que nous sommes en tant qu'entreprise de service, notamment sur l'engagement. Alors évidemment, il n'est pas tout à fait de même nature et je suis bien consciente que l'engagement militaire est beaucoup plus fort que l'engagement qu'on peut avoir dans une entreprise de service. Mais notre ADN, par construction, c'est de rendre des services à des clients. On a besoin de personnes engagées et on a besoin de tous les talents qui existent dans la société. La société, 50% de femmes, 50% d'hommes. Alors bon, on ne peut pas être totalement représentatif de la société pour des raisons qui dépassent l'entreprise, puisqu'on a des viviers qui sortent des écoles dans lesquelles nous recrutons, qui ne sont pas à 50% de femmes, ce qui est un sujet qui nous dépasse. Mais comme ça a été dit, et je vais sûrement redire beaucoup de choses qui ont déjà été dites, il faut une politique volontariste pour arriver à des objectifs. J'ai été au tout début de l'histoire du sujet de la mixité dans l'entreprise. Et quand on parle de la mixité dans l'entreprise, vous avez parlé du leadership. Si elles ne sont pas présentes dans le leadership, la croissance de l'effectif en femmes n'arrive pas. Parce que les femmes ont aussi besoin de se reconnaître dans l'entreprise. Et quand on a commencé à développer et à militer sur la mixité dans l'entreprise à tous les niveaux, c'est une initiative de salariés et pas du management qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années. Et premier point, ça a été de convaincre le management de la valeur. Ça a été dit aussi juste avant. Il y a nombre d'études avec des exemples concrets qui démontrent que les organisations avec du leadership mixte ont une meilleure performance que celles qui sont monocolorées. Et en fait, moi, j'étends ça à toutes les diversités, pas seulement la présence des femmes, mais aussi toutes les différences de génération, de
de race, d'orientation sexuelle, ça va très très loin. D'où notre politique, c'est une politique de non-discrimination. Et la seule chose qui compte dans le monde professionnel, c'est la compétence, la performance et le potentiel. Le reste n'a pas sa place dans l'entreprise. Une fois qu'on a dit ça, c'est facile à dire, mais chaque individu a ses croyances. Et donc, il faut quand même, un engagement du management pour que cela n'arrive pas, avec des politiques qui soient très claires. Et deux, il faut aussi qu'il y ait un embarquement de tout le management à tous les niveaux pour que cela puisse arriver au sein de l'entreprise. Ça a été dit aussi, mais je vais le redire, on est une entreprise de services numériques. Par définition, on a à créer des solutions pour nos clients, ce qui implique de l'engagement et de la créativité. Les équipes diverses sont plus créatives, et ça aussi, ça a été démontré, que les équipes qui sont en gros constituées de personnes qui sont toutes dans les mêmes cases. Et pour le coup, je l'ai constaté aussi, c'est dans les deux sens. J'ai fait la remarque avant cette table ronde, je suis vraiment contente qu'il y ait un homme dans cette table ronde. Quand je regarde la salle, en général, je fais la remarque qu'il n'y a que des hommes et très peu de femmes. Là, j'ai envie de dire que c'est un peu l'inverse. Le sujet, c'est aussi que ce soit un embarquement des hommes et qu'il y ait une conviction des hommes pour que cela change. Quand on a créé le réseau Women at Capgemini, c'était un réseau de femmes. Et très vite, nous avons migré vers un réseau mixte avec des hommes engagés pour que les femmes aient leur juste place à tous les niveaux dans l'entreprise. Je reviens à la volonté à tous les niveaux, sans qu'il y ait de quotas. On n'a pas de politique de quotas. Quand on a commencé, et qu'on a commencé à mesurer, parce que nos entreprises, on mesure, nous étions un peu partout dans le monde, et quel que soit le métier, à 10% de femmes dans des positions de management. Il a été décidé de fixer des objectifs d'évolution. On avait des objectifs à fin 2025 d'avoir 40% de femmes dans nos effectifs et 30% de femmes dans le management. L'objectif serait à terme qu'il y ait le même pourcentage de femmes dans le management que dans les effectifs. À fin 2024, on était à 39,7 pourcentage de femmes dans l'effectif et à 29 versus 30. Donc moi j'insiste sur ce point et je vais être claire, je n'ai jamais connu de PDG femme chez Capgemini, je n'ai eu que des PDG hommes. Néanmoins, quand ils en ont la volonté, ça arrive. Et ça arrive pas forcément par la discrimination positive, mais par une volonté systématique de donner les mêmes chances à tous, à toutes et tous. Ça, c'est un point qui est vraiment, j'insiste, parce que quand on est une entreprise internationale, on a des contextes législatifs, culturels qui sont très différents. Et pour être clair, dans des pays où la mixité n'est pas encouragée, et parfois la discrimination est même encouragée sur d'autres critères que celui de la mixité. Donc, on a besoin d'une cohérence dans notre stratégie. Il faut dire qu'en France, et ça a été dit aussi, il y a un certain nombre de lois incitatives, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, et c'est parfois même le contraire. En préparant cette table ronde, il y a eu la question de l'impact effectivement du virage assez fort des États-Unis sur ces sujets. Et j'avoue qu'en regardant les virages à 180 degrés pris par des entreprises de la tech, mais aussi de nos concurrents, je me suis dit qu'il y avait risque. Et pour le coup, on a décidé qu'on ne changerait rien à notre politique. Et je pense que ça fait partie de la colonne vertébrale d'une entreprise de ne pas changer sa stratégie sur ces sujets au vent des aléas des évolutions géopolitiques. Évidemment, une entreprise, elle est là pour faire de la performance économique. Mais la performance économique, elle vient aussi de sa consistance sur ses valeurs, sur le fait que les salariés ont envie de rester. Et aujourd'hui, si on regarde les phénomènes de génération, les jeunes regardent beaucoup les critères d'engagement des entreprises pour les rejoindre et pour y rester. Donc, je reviens à ce sujet globalement de l'engagement, et pour faire écho à ce qui a été dit juste avant, on est très engagé dans la réserve. Et je voudrais dire que effectivement,
c'est de l'engagement, c'est une complexité supplémentaire pour l'entreprise, mais c'est aussi l'expression de nos valeurs. Et en fait, comme on est tout sauf une société philanthropique, on y gagne aussi quelque chose, c'est que les personnes qui participent à la réserve, elles reviennent enrichies de ce qu'elles ont fait pendant la réserve. Et je voudrais insister sur le fait que les différences, parce que qu'on le veuille ou non, les hommes et les femmes sont quand même différents, ça crée de l'énergie, ça crée de la valeur, et on en est convaincu, et ça ne bouge pas au gré du vent. Voilà, donc moi j'ai un message très optimiste. Ouais, bah écoutez, nous allons finir sur cette note très optimiste. Un grand merci. Donc, il me revient donc de conclure cette table ronde. Je suis vraiment désolée. Vous voyez, la modératrice est trop mauvaise. Il n'y a pas eu le temps de questions. Mais vous reviendrez la prochaine. J'en organise très régulièrement. Donc, je suis prête à prendre toutes vos questions. Moi, je retiens 2-3 points. Le premier, c'est que quel que soit l'endroit où l'on travaille, le secteur privé, le secteur public, les organisations internationales, etc., cet engagement qu'on a envers l'égalité femmes-hommes, elle est issue des mêmes ambitions, on trouve les mêmes solutions, on a les mêmes besoins. Donc je crois qu'on est quand même fait partie d'un collectif intéressant. Je retiens aussi qu'il faut penser différemment, que ce soit dans le secteur privé ou dans ce que nous a proposé l'OTAN, être capable d'innover, de mettre la flexibilité, j'ai bien aimé le terme de flexibilité dans les processus, dans les réglementations. Il faut créer des espaces d'échange. Voilà. L'idée étant de travailler main dans la main sur le modèle otanien, c'est-à-dire éventuellement coalition of the willing, c'est-à-dire on met ensemble les gens qui veulent avancer, et je pense qu'on sera beaucoup plus fort comme ça. Et pour conclure, et je finis là-dessus et nous serons à l'heure, je crois que nous sommes dans une période agitée, mais en matière d'égalité femmes-hommes, elle l'a toujours été, hein, si j'en crois nos experts. Donc écoutez, continuons business as usual. On va aller au-delà des petites agitations de surface. Et je pense que la France et les démocraties qui font partie de l'OTAN et qui sont représentées ici seront extrêmement aidées par les valeurs sociétales qu'elles portent et les principes républicains qui poussent, républicains ou monarchiques. Voilà, donc je crois notre assise est forte, nos besoins sont identiques, on va continuer à travailler ensemble et je pense qu'on fera plus régulièrement des moments d'échange comme cela. Merci de votre participation.